Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Les forces vives de la commune d'Abomey-Calavi seront aux États généraux samedi prochain. Vous suivrez à ce propos dans cette édition les explications de Théodore Glessoubé, chargé de mission du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Sensibilisation des jeunes sur leurs devoirs civiques et la promotion de la paix. C'est une initiative du mouvement Le Bénin en marche qui a lancé ce dimanche la campagne initiative 75%. Nous en parlerons dans ce journal. Les pays du G5 Sahel se réunissent à partir de ce lundi en N'Djamena au Tchad. L'opération Barkhane est au menu des échanges. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Les forces vives de la commune d'Abomey-Calavi, je vous l'annonçais en titre, seront aux États généraux samedi prochain. Théodore Glessoubé, chargé de mission du maire de la commune d'Abomey-Calavi, lève ici un coin de voile sur les opportunités de ces assises. Il est au micro de Aristide Setti. Suivez. Les États généraux, parce que pour amorcer un réel développement, il faut le maire Wandino et tout le conseil communal ont jugé bon, n'est-ce pas, donc d'associer toutes les composantes de la société d'Abomey-Calavi. Parce que pour un développement soutenu de la commune à l'horizon 2035, il faut que toutes les composantes aient leur mot à dire. Un sondage est fait. Chacun a essayé, chaque couche a essayé de dire comment elle entend le développement d'Abomey-Calavi. Tout cela a été pris en compte et le week-end prochain, nous irons pour la tenue effective, présenter les différents rapports, des amendements vont se faire et un document cadre sera élaboré. Les opportunités sont nombreuses sur le plan économique. Il y aura une amorce, n'est-ce pas, dans le développement économique parce qu'un inventaire des potentialités de la commune est fait et de façon claire, le conseil à sa tête le maire, ils savent désormais par quel bout tenir pour agir sur des leviers économiques. La très grande opportunité, pour une première fois, les filles et les fils d'Abomey-Calavi sont appelés à apporter leur contribution au développement de leur localité. Vous voyez, l'opportunité est donnée, n'est-ce pas, donc à tout le monde de venir se prononcer sur les enjeux, sur les possibilités, les axes de développement. C'est une chance. Les États généraux constituent une chance pour la commune. Tel que libellé d'abord, c'est en vue du développement soutenu de la commune à l'horizon 2035. Donc, aujourd'hui déjà, nous savons où nous allons. En 2035, quel sera le visage d'Abomey-Calavi? C'est aujourd'hui qu'il faut le savoir. Le Bénin en marche a lancé ce dimanche à la Maison du Peuple d'Agla la campagne initiative 75%, une campagne dont le but est de sensibiliser les citoyens sur leurs devoirs civiques à la promotion et à la préservation de la paix. Suivez ici un extrait des propos du président du mouvement Le Bénin en marche. C'est parce qu'au Bénin, nous avons fait le pari que désormais notre pays grandira de façon encore particulière, que nous mettons l'accent sur l'action citoyenne. Et il n'y a pas meilleure façon de démontrer ou d'exercer sa citoyenneté que d'aller accomplir son devoir de vote, que d'aller exercer son droit de vote. Parce qu'aller voter est non seulement un devoir, mais aussi un droit. Et des personnes se sont mobilisées. Des personnes ont même sacrifié leur vie. Des personnes ont sacrifié des intérêts, ont sacrifié leur famille pour que tous les Béninois
qui en remplissent les conditions aient le droit de voter, aient le droit de choisir les personnes qui les représenteront au niveau local, au niveau national, ont désormais le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique, en examinant des projets de société, en faisant son choix sur des projets, en adhérant à des visions, en participant à la vulgarisation et à la promotion de ces visions-là, à travers les pré-campagnes, à travers les campagnes électorales. Et c'est cela la vitalité de notre démocratie. Tenir à la démocratie, être attaché à la paix dans le pays, c'est nécessairement et avant tout aller accomplir son devoir de citoyen en exerçant son droit de vote. Autre information dans ce journal, résurgence de la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a effectué la semaine écoulée une sortie médiatique pour faire le point de la situation sanitaire dans le pays. Il a profité pour rappeler les populations à l'observance des mesures barrières. Suivons ces propos au micro de Frédéric Espoir Oumabou et Denis Marouya. Mesdames et messieurs, cela fait bientôt 1 an que notre pays est confronté à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34, et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore
la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires, pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Parlant de la COVID-19, il faut dire que le Bénin compte 6 nouveaux décès en 5 jours et que le tableau sanitaire indique 83 nouveaux cas confirmés et 5039 cas total pour 62 décès à la date du 14 février 2021. Et l'un des moyens pour se protéger contre ce virus est justement le port de masques, les masques qui se commercialisent un peu partout, même aux abords des rues. Une équipe conduite par Carole Olaye s'est intéressée à cette forme de vente des masques de protection et surtout aux risques y afférents. Suivez ce reportage. Ce jeune que voici sorti sans son masque vient de s'en procurer auprès d'un vendeur ambulant. Après l'achat de son masque de fabrication artisanale, il a refusé de se prêter à nos questions. Mais comme ce dernier, nombre de Béninois se contentent des masques chirurgicaux ou non vendus à la sauvette aujourd'hui dans les rues et les feux tricolores, abandonnant ainsi ceux vendus à un prix subventionné par le gouvernement dans les officines de pharmacie à 200 francs CFA. Une activité qui, au lieu de protéger les citoyens, en vient à les exposer davantage à la contraction de la COVID-19, vu l'origine des masques et les conditions dans lesquelles ils sont réemballés. On paye ça à Tokpa. Le sachet aussi, on paye ça à Tokpa, mais c'est nous-mêmes qui payons le sachet, payons les cachenets pour mettre ça dedans. On vient à la maison, on débouche ça et on met ça dans le sachet. Si les gens viennent, ils peuvent dire que quand on garde ça dans la main, là, ça ne protège pas de mettre ça dans le carton, qu'eux-mêmes peuvent prendre. Si ce jeune vendeur, à vouloir satisfaire même ses clients exigeants, en vient à doubler les risques de la propagation du coronavirus, cet autre dit pourtant prendre des mesures d'hygiène exigées avant le réemballage des masques qui coûtent aujourd'hui moins cher. Et pour la pharmacie, là, avant c'était à 5 000. Maintenant, c'est à 2500. Si tu achètes ça à 2500, tu vends ça à 100 francs, tu vas gagner 2500. Mais si tu vends ça à 200 ou bien 300, tu peux gagner 4000, 5000 sur ça. Si on ouvre le carton là, on se lave les mains avant de mettre ça dans les sachets. Devenu donc l'apanage des populations pour se prévenir de la COVID-19, les masques artisanaux ou chirurgicaux commercialisés dans les rues sont des vecteurs de prolifération de la maladie.
Une triste réalité reconnue par les acteurs de la santé. Ce sont des risques infectieux, c'est-à-dire c'est des masques qui sont, disons, touchés par des particules, par des poussières, des particules de poussière et de gaz. Et là, ce n'est pas bien du tout. Il y a d'autres virus qui existaient déjà d'ailleurs et qui courent nos rues, les virus de la grippe et consorts, qui courent les rues et qu'on banalise tout le temps. Alors, ces virus sont là et s'ajoute maintenant le plus grave qui est le coronavirus. Et c'est des gens qui ne sont pas formés non plus pour entretenir et pour protéger les masques qu'ils nous vendent. Du coup, ce n'est pas du tout de très bonnes habitudes et il va falloir qu'on décourage tout ça. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, le docteur Uriel Dassondo, médecin en santé publique, rappelle les bons réflexes aux citoyens et interpelle les autorités en charge de la santé. Il suffira de sensibiliser les populations pour leur dire que les risques encourus sont énormes, les risques sont là s'ils achètent les masques dans la rue. Et nous devons leur expliquer les différentes maladies qu'on peut avoir quand on continue d'acheter les masques dans les rues. Et de la même façon, nous pouvons aussi demander à nos autorités qui font déjà de gros efforts, nous pouvons leur demander de diminuer complètement le coût des masques à la pharmacie pour permettre à tout citoyen, quelle que soit sa bourse, de pouvoir s'en procurer. La pandémie de la Covid s'accroît au Bénin. À la date du 9 février 2021, on dénombre 4 625 cas confirmés, dont 3 781 guéris, 732 patients en cours de suivi et 66 cas graves, 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre total de pertes en vie humaine. Hors de nos frontières, un sommet entre les pays du G5 Sahel et Emmanuel Macron débute aujourd'hui au Tchad, une occasion pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Depuis un peu plus de 8 ans, l'armée française est engagée dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. 8 années de résultats mitigés qui amènent les autorités françaises à se pencher sur la suite à donner à la stratégie militaire dans la région. Suivez ce reportage. 8 ans de présence et une instabilité toujours grandissante. De plus en plus critiquée, l'opération militaire française au Sahel n'a semble-t-il pas vocation à prendre fin dans un futur proche. Mais des ajustements pourraient avoir lieu, concède la ministre des Armées Florence Parly, qui continue de militer pour une solution politique. Dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. Notre présence n'est certainement pas éternelle. Les progrès politiques dont dépend la résolution définitive de la crise sont loin d'être allés au même rythme que les avancées militaires. Il n'y a pas de solution militaire sans solution politique. Nous ne voulons pas que le Sahel devienne une sorte d'académie du terrorisme. Parfois remise en cause au sein même des pays concernés, l'intervention française devrait donc se poursuivre, et ce, malgré un bilan mitigé à l'image de la dernière année écoulée. Si la France peut se targuer d'avoir neutralisé plusieurs cadres djihadistes, comme le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en juin dernier, elle constate dans le même temps de lourdes pertes civiles. En 2020, ils sont plus de 2000 à avoir perdu la vie dans les zones où le conflit fait rage. Depuis plusieurs semaines, l'armée française se retrouve également sous le coup d'une suspicion de bavure. Une frappe aérienne qui visait un groupe terroriste aurait été à l'origine de victimes civiles, selon des villageois maliens. Paris nie toute responsabilité, mais le doute subsiste. Pas de quoi arranger l'image déjà écornée de l'opération Barkhane. 10e anniversaire de la révolution en Libye, le pays autrefois prospère sous l'autorité de Mohamed Kadhafi a basculé dans un chaos quotidien. Il tente aujourd'hui de se reconstruire après la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais son économie est dévastée. Suivez. Il porte encore les stigmates de la révolution qui a bouleversé sa vie et son pays. Il y a 10 ans, Morsen a assisté à la chute de celui qui a dirigé la Libye pendant 40 ans. Alors que des milliers d'opposants défiaient l'armée de Muammar Kadhafi dans de nombreuses villes, les civils ne sont pas épargnés. C'est notamment le cas de Morsen, pris pour cible par les forces de l'ancien guide libyen. Une mitrailleuse utilisée par les forces de Kadhafi m'a touché. J'ai été blessé avec 2 autres hommes. L'un a été blessé à la main, l'autre au pied, et ma blessure était à la colonne vertébrale.
Soigné en Allemagne, Morsen est revenu en Libye en 2019. Il veut toujours croire dans un avenir meilleur alors que le pays tente de retrouver la stabilité. Depuis la mort de Muammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye s'est enlisée dans une guerre civile aux multiples ramifications. Groupes tribaux et djihadistes ont su profiter des faiblesses d'un pouvoir politique divisé entre deux autorités. D'une part, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par l'ONU. Et d'autre part, l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar est basée à Tobrouk. Chaque camp bénéficiant de l'appui de pays aux intérêts divergents. Ces turbulences ont durablement affaibli l'économie d'un pays autrefois prospère, à commencer par la production pétrolière. Elle a chuté de 90% en moins de 10 ans. À cela s'ajoute une inflation galopante et des pénuries d'essence, d'électricité et de liquidités. Selon le ministère de l'économie du gouvernement d'Union nationale, les prix de la majorité des produits de première nécessité ont augmenté de plus de 50% en 2020. C'est une récession sans précédent. Sans stabilité, aucune réforme ne sera possible. Les investisseurs étrangers ne reviendront pas sans garantie de sécurité. Malgré ce marasme économique et l'insécurité, un motif d'espoir est apparu pour les Libyens. Un dialogue politique a permis de désigner un nouvel exécutif intérimaire. Abdelhamid Beiba sera chargé de conduire le gouvernement jusqu'aux prochaines élections fixées à la fin de l'année. En Birmanie, de nouvelles manifestations ont lieu ce lundi. Les manifestants protestent contre la prise du pouvoir par les militaires. Ce dimanche soir, les blindés ont été déployés dans les grandes villes du pays. L'Internet a été coupé et les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants. Les confrontations en Birmanie ne cessent de prendre de l'ampleur. Depuis plus d'une semaine, une partie de la population manifeste contre la prise de pouvoir par l'armée. À Rangoon, capitale économique, après l'utilisation de canons à eau, des chars ont été aperçus dans les rues de la ville. D'après une journaliste birmane, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants. Mais impossible de savoir à ce stade s'il s'agit de balles réelles ou en caoutchouc. L'armée est désormais déployée dans plusieurs villes du pays. Selon la presse locale, 5 journalistes ont été interpellés. Une coupure d'électricité dans la quasi-totalité du pays a également été évoquée par une ONG spécialisée dans la cybersécurité. Face à cette situation, les ambassades de Birmanie aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs États de l'Union européenne ont appelé l'armée à ne pas recourir à la force dans une déclaration commune. Des membres de la diaspora birmane ont également fait entendre leur voix. Nous n'avons eu que 5 ans de gouvernement démocratique au Myanmar. Et les militaires ont pris le pouvoir brutalement et ont emprisonné tout le gouvernement élu, y compris notre chef, Aung San Suu Kyi, et notre président, Win Myint. Cette contestation a pour seul mot d'ordre le retour des dirigeants en place avant la prise de pouvoir des militaires. Le général Min Aung Hlaing a de son côté publié une liste de 7 activistes particulièrement recherchés par l'armée, appelant la population à les dénoncer. Si vous trouvez des fugitifs mentionnés ci-dessus ou si vous avez des informations à leur sujet, signalez-vous au poste de police le plus proche. Ceux qui les hébergent seront confrontés à des actions conformément à la loi. Depuis le coup de force du 1er février, environ 400 responsables politiques, représentants de l'État, militants et acteurs de la société civile auraient été placés en détention. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.